Bah alors Thomas, qu'est-ce que tu fais avec ce casque? Salut Rémi, je suis actuellement en Mayenne et plus précisément à Laval. Et comme tu le sais, il y a un gros problème ici. En effet, une guerre civile se prépare. Et pas contre n'importe qui, contre les vaches Rémi. Parce que comme on le sait tous, en Mayenne, elles sont 2 fois plus nombreuses que le nombre d'habitants. Ce qui peut être très grave en cas de révolte. J'ai un petit souci en revanche, c'est qu'avec ce casque, j'entends rien. Alors comment je fais pour pas me faire attaquer par derrière Rémi? Est-ce que tu aurais une solution? Eh bien oui Thomas, j'ai peut-être une solution. Les écouteurs OpenFit de Shox. Car ton problème, c'est le son. Et qu'est-ce qu'un son? Eh bien un son ou un bruit, c'est de l'air qui vibre et qui se transmet de proche en proche. Comme par exemple, quand je frappe sur cette bassine. Le son va passer de ton conduit auditif jusqu'au tympan, qui lui aussi va vibrer. Et justement, tout l'intérêt des écouteurs OpenFit de Shox, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme les autres. Conçus à oreille libre, ils ne coupent pas l'utilisateur de son environnement immédiat, ce qui permet d'entendre tout ce qui se passe autour de nous. Ils sont très légers, confortables, ils ne rentrent pas dans les oreilles, ce qui ne les empêche pas de rester parfaitement en place grâce à leurs crochets auriculaires. C'est un gros plus pour l'hygiène et la sécurité, surtout quand on fait son sport dehors. Sans compter qu'ils résistent à l'eau, pratique quand on vit en Mayenne ou en Bretagne, dispose de contrôle tactile et même d'une réduction du bruit ambiant lors des appels, lequel élimine jusqu'à 99,7%. Moi, ça me donne envie de me mettre au sport. D'ailleurs, c'est le bon moment puisque jusqu'au 30 décembre, les OpenFit de Shox peuvent être retrouvés chez Boulanger, Fnac, ainsi que sur Amazon, au prix réduit de 169 €. Merci la grosse voix. C'est quand même vachement pratique pour se balader ou courir dehors en toute sécurité, surtout quand on est poursuivi par des bovins d'1 tonne. D'ailleurs Thomas, ça va mieux tes oreilles? Ah ça oui Rémi, ils m'ont bien aidé. Grâce à eux, on a réussi à repousser les vaches jusqu'à Château-Gontier Rémi. Je comprends qu'ils soient assez bien notés. En plus, grâce au Bluetooth, je peux te parler tout en ayant une arme dans les mains. Et ça, on va pas se mentir, c'est pratique. D'ailleurs, grâce au fait que ça rentre pas dans l'oreille, eh ben, il n'y a plus de cérumen à nettoyer. Bon, sur ce, j'y retourne, on a une guerre à gagner. Je te rejoins. On a Laval est libéré. Mets les gaz, Louis. Salut à vous mes braves et bienvenue dans Histoire musclée. Aujourd'hui, pilule rouge pour tous, puisque nous allons aborder un sujet qui, en dépit de sa dimension historique, fera écho à bien du monde, celui de la beauté masculine dans l'Antiquité grecque. Car peu importe le lieu ou l'époque, le physique d'un homme a toujours constitué sa meilleure carte de visite. Une réalité aussi brutale qu'intemporelle, qui justement n'échappait pas à nos ancêtres helléniques. Amateurs de muscles huilés, de peau bronzée et parfois même de jeunes garçons, les Grecs avaient une vision de la beauté virile, tout ce qu'il y a de plus élitiste, laquelle était hélas entachée par une multitude de problèmes. Misandrie, homophobie sélective ou encore eugénisme pour n'effleurer que la surface. Au cœur de ce tableau paradoxal, ceux qui s'éloignaient un tant soit peu de la norme partaient avec un gros désavantage dans la vie, et ce sans aucune commune mesure avec notre époque. Curieux de savoir si vous, votre meilleur ami ou votre copain auraient eu la belle vie dans l'Antiquité? Eh bien installez-vous confortablement, pensez à mettre un like si le cœur vous en dit, et rejoignez-moi pour un voyage au cœur de la beauté. Dite kalos en grec, la beauté avait dans la société hellénique un rôle majeur, en ce qu'elle permettait de hiérarchiser et de catégoriser les êtres vivants. Le barbare était par exemple inférieur au grec puisqu'il était généralement moins beau, le vieillard valait moins que le jeune pour la même raison, la femme n'était pas comparable au mâle étant donné qu'il lui manquait... 2-3 petites choses, et le plus beau des éphèbes n'était finalement qu'un immonde laidron face au plus laid des dieux. Une hiérarchie stricte qui reposait sur un idéal physique très codifié, lequel comportait des critères aussi variés que la stature, la musculature, la chevelure ou encore la peau. Des caractéristiques sur lesquelles on peut plus ou moins influer par notre comportement, et c'est en partie pour cette raison que la beauté physique, kalos, était indissociable de la beauté morale, agathos, avec laquelle elle formait le kalos kagathos. Signifiant littéralement beau et bon, ceux qui en étaient dignes étaient de vrais 10 sur 10. Ils étaient les meilleurs représentants mortels de l'arêté, c'est-à-dire la perfection, et montraient au-delà de leur physique avantageux des qualités morales supérieures, telles que la maîtrise de soi, l'abnégation, la pudeur, la tempérance, et j'en passe. La quête de l'esthétisme masculin était par conséquent une problématique qui dépassait de loin le simple souci de l'apparence. Être beau, c'était être quelqu'un de bien, et à ce titre, les concours de beauté étaient plus importants que jamais. Ils étaient alors divisés entre les Euexia,
concours de belle prestance, et les The Andria, concours de beauté virile. Les premiers, dédiés au dieu Hermès, avaient lieu dans les gymnases et comprenaient de nombreuses épreuves sportives, comme par exemple une course au flambeau, l'une des finalités étant de démontrer l'adéquation entre un physique avantageux et les capacités martiales. Les seconds concours, dits de beauté virile, avaient justement des airs de parade militaire mais demandaient paradoxalement moins d'efforts. Les hommes étaient placés en procession et les plus beaux étaient sélectionnés pour se voir conférer divers honneurs. Les vainqueurs ayant notamment le droit à des armes consacrées à Athéna, ce qui était autrement plus classe que de porter une écharpe Wish. Finalement, qu'il s'agisse des Euexia ou des Zoandria, le problème était le même. La beauté masculine n'était jamais jugée en tant que telle, puisqu'elle était toujours entourée de mysticisme, de rituels ou encore d'exploits sportifs. Un mélange qui peut nous paraître étrange, mais qui trouve pourtant toute sa logique lorsque l'on s'intéresse au fondement de la beauté antique, la mythologie. Car qui mieux que les dieux pourrait incarner la beauté? Seul petit problème, les Olympiens sont des êtres qui rayonnent sans même avoir besoin de se nourrir ou de s'entretenir. Ils sont toujours beaux, insensibles au temps et impérissables, ce qui en fait l'inverse des hommes, créatures corrompues et condamnées à une fin décrépite, lesquelles peuvent au mieux s'entretenir et manger convenablement pour retarder l'inévitable. Cela va de soi, un simple mortel ne saurait se comparer à un dieu. Ce serait aussi pertinent que de comparer Henri Cavill et Franck Ribéry. Quelle drôle d'idée! Bien conscient de cette problématique, Plutarque donnera pour modèle éducatif aux jeunes garçons un idéal tout aussi flamboyant mais un brin plus réaliste, celui des héros homériques. Or, s'il y a bien un trait qui rassemble ces derniers, c'est leur beauté. Ulysse est par exemple décrit comme étant doté d'une peau particulièrement bronzée, d'un corps musclé et tanné par le soleil, tandis que la largeur de ses épaules et de sa poitrine lui donnait au milieu de ses pairs l'aspect d'un bélier parcourant des rangs de brebis. Agamemnon avait pour sa part, je cite, la poitrine de Poséidon, Ajax des bras aussi redoutables que Zeus et Hector une forme étincelante. Autant dire que l'une des premières choses qui sautent aux yeux, c'est que tous ces héros étaient de grands costauds. Et voilà qui tombe à pic, puisqu'à l'époque, l'exercice physique avait le vent en poupe. Retrouvés absolument partout où les Grecs se sont installés, palestres et gymnases constituaient en quelque sorte l'équivalent antique des salles de sport modernes. On s'y entraînait pour les Jeux Olympiques, on pratiquait pour sa santé et on se développait autant par l'usage du poids de corps que par l'utilisation de charges additionnelles, celles-ci pouvant prendre la forme de pierres, d'haltères ou tout simplement de statues. L'art de la gymnastique se démocratisera vite pour devenir central dans l'éducation, au point que Platon considérera dans son utopie que tous devaient s'y plier pour être beaux et bons. Kalos kagatos. Eh bah déjà qu'on se plaint à raison de la fréquentation des salles de nos jours, je n'ose pas imaginer ce que ça devait donner à l'époque. C'est une horreur absolument indicible. Les cris n'étant pas assez parlants, c'est le cas de le dire, la meilleure manière pour connaître les proportions idéales du corps masculin réside dans l'héritage du sculpteur Polyclète et de son célèbre traité, le canon. Vraisemblablement issu de l'observation des concours de beauté et des jeux athlétiques, ce dernier nous donne les grandes lignes à suivre pour sculpter un corps parfait. Si l'essentiel du texte ne nous est malheureusement pas parvenu, l'un des chefs-d'œuvre de Polyclète, le fameux Doryphore, nous renseigne bien assez sur ce qui était attendu. Pour faire simple, la silhouette devait être musclée, bien proportionnée, avec un ratio taille-épaule important et, cerise sur le gâteau si je puis dire, un engin de taille modeste. Le sujet est en vérité bien plus complexe que ça, je pense que vous vous en doutez en voyant les schémas qui passent à l'écran, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur les statues grecques si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, et un peu de la même manière qu'aujourd'hui, les médecins antiques n'étaient pas toujours réceptifs au canon de beauté. La plupart préféraient mettre en avant la recherche d'un corps équilibré, c'est-à-dire ni trop gros, ni trop mince, ni trop musclé, lequel ne nécessitait pas d'adopter un mode de vie contraignant ou excessif. Nombre d'athlètes furent en effet critiqués pour être, aux yeux des médecins, plus musculeux que performants, et surtout pour n'avoir aucune retenue lorsqu'il s'agit de s'alimenter. Une critique plutôt pertinente, puisque les athlètes les plus populaires, c'est-à-dire les lourds, ceux qui pratiquaient la lutte, le pancrace ou encore le pugilat, étaient en quelque sorte en éternelle prise de masse. Il faut dire que les catégories de poids n'existaient pas encore et qu'ils n'étaient pas franchement encouragés à la modération. Conséquence logique, rares étaient ceux qui auraient pu faire office de modèle pour des statues. Citons ici Quincurse, qui dira par exemple du pancraciaste Dioxippos, champion olympique et proche d'Alexandre le Grand, qu'il était, je cite, « une boule de graisse inutile ». Le lutteur Milon de Crotone, que je ne vous présente plus, incarnait quant à lui l'exception qui confirme la règle, ayant été décrit par Simonide comme très bien fait et agréable à l'œil. C'était loin d'être le cas de tous les sportifs lourds, et de manière logique, les plus beaux athlètes étaient plutôt à rechercher du côté de ceux que l'on disait intermédiaires, c'est-à-dire les pratiquants de pentathlon.
Ces derniers étant, d'après Aristote, les plus beaux des hommes, car tout à la fois doués de vigueur et d'agilité. Il est vrai que leur discipline demandait non seulement une multitude de qualités physiques complémentaires, mais aussi et surtout un bon équilibre entre masse musculaire et taux de gras. Doté de physiques aussi harmonieux et complets, rien d'étonnant à ce qu'il soit devenu l'une des grandes inspirations des sculpteurs antiques. Saviez-vous à ce propos que dans l'Antiquité, les statues étaient peintes ? Mais que vous préfériez la blancheur du marbre ou la vie des couleurs, au final, peu importe, puisque le réel intérêt de ces pigments est ici de nous intéresser à un autre fondement majeur de la beauté antique, la peau et son bronzage. En Grèce, la peau était primordiale dans l'appréciation de la beauté. Elle distinguait le féminin de couleur blanche, le kokros, du masculin au teint de miel, médicros. Cette différence genrée découlait de l'entraînement des hommes, lesquels obtenaient, comme le souligne Xénophon, un teint naturellement beau par la pratique extérieure de l'exercice. Ce dernier n'était pourtant pas si naturel que ça, puisqu'amplifié par le gloios, un mélange d'huile et de poussière qui, en plus de ses multiples intérêts pratiques, protection solaire, réduction de la transpiration, meilleure prise, etc., apportait un véritable avantage esthétique. Il avait effectivement la particularité de mettre en valeur le bronzage, Philostrate décrivant les athlètes comme des hommes dotés d'une peau de bronze que la blonde poussière fait resplendir. C'est tout de suite un peu moins poétique, mais on était en quelque sorte sur un équivalent antique du tan qu'utilisent les culturistes modernes. Mais au-delà de sa couleur, une belle peau se devait avant tout d'être uniforme, sans taches, sans rides et avec un grain unifié. Si le skincare était dans un premier temps assuré chez le sportif par l'onction à l'huile d'olive, riche en antioxydants et en vitamines, les hommes n'avaient pas pour autant besoin d'aller à la salle chaque jour. Divers produits tels que des onguents ou encore le saindoux étaient en effet déjà utilisés dans une optique de soins de peau et permettaient d'hydrater celle-ci sans trop de difficultés. L'usage du strigil chez les athlètes, sorte de racloir qui servait à pré-nettoyer la peau après le sport en retirant le gloios, permettait quant à lui de réaliser une sorte de gommage par sa seule utilisation. Finalement, aller à la salle, c'était indirectement prendre soin de sa peau. Peau sur laquelle on trouve tout un tas de follicules pileux, plus ou moins selon les gens, lesquels avaient eux aussi un rôle majeur en ce qui concerne la beauté. Car au-delà de leur musculature saillante, ce que partageaient Achille, Ménalas ou encore Ulysse se trouvait au sommet de leur crâne, ces derniers disposant tous, d'après Homère, de chevelures comparables, de par l'épaisseur de leurs boucles, à des crinières de lion. Le volume capillaire était par symétrie indispensable à l'homme pour parfaitement correspondre à l'idéal de beauté, mais que ceux qui souffrent de calvitie se rassurent, il était toujours possible, dans une certaine mesure, de se rattraper sur la couleur. Bien aidé par sa rareté sur la péninsule hellénique, le blond occupait le sommet de la hiérarchie. Il constituait même l'une des grandes caractéristiques du dieu Apollon, aussi surnommé Chrysocomas, cheveux d'or. Le brun était pour sa part plutôt banal, bien que porté par les trois frères Zeus, Hadès et Poséidon, tandis que le roux, disons qu'il n'avait pas toujours bonne réputation. Ne souhaitant pas tirer sur l'ambulance, si vous avez des idées quant aux raisons de ce rejet, je vous laisse les exprimer en commentaire. Ah, immonde! Dégueulasse! Quoi qu'il en soit, pour avoir de beaux cheveux, le principe était le même qu'aujourd'hui. Il fallait certes en avoir, c'est un bon point de départ, mais il fallait aussi et surtout les entretenir. Les messieurs allaient donc chez le barbier, personnage très influent de la cité et dont l'enseigne était un véritable lieu de sociabilité masculine. Situé sur la place publique, sa fréquentation devait cependant être dosée avec précision. En effet, si on passait pour sale et négligé en l'évitant, on avait vite fait de devenir l'efféminé du coin si on y passait trop de temps. Bref, c'était bien d'y aller régulièrement, mais en même temps, pas trop. Un paradoxe bien typique de la beauté masculine façon antiquité grecque que l'on retrouvait également dans le cas de l'épilation. Véritable business pour la jante féminine, les onguents dépilatoires, rasoirs, pinces à épiler et autres outils étant d'ores et déjà massivement utilisés, les hommes adultes avaient quant à eux tout intérêt à éviter l'épilation intégrale. Propre des éphèbes et donc marqueur de beauté en quelque sorte, cette dernière avait la particularité de devenir antivirile avec l'âge. On pensait en effet qu'elle ramollissait les hommes et les cantonnait au rôle d'homosexuels passifs, un peu comme les esclaves eunuques qui étaient beaux, imberbes et efféminés. Bien que le rapport soit difficile à voir de nos jours, Apollyonos de Tyane usera de cet argument pour se moquer des Spartiates, déclarant qu'ils s'étaient déchus de toute leur gloire en s'épilant les jambes. Sans doute un peu excessif, d'autant qu'à l'inverse des jeunes Athéniens, les Spartiates étaient privés de soins esthétiques jusqu'à l'âge adulte. Ce n'était donc qu'un juste retour des choses, et puis, quitte à se muscler les jambes, autant les mettre en valeur. Vous n'êtes pas d'accord ? D'autant plus qu'être dénudé, c'était un petit peu le plus bel habit possible pour un homme libre à l'époque, contrairement aux femmes qui étaient généralement bien plus couvertes. Cependant, n'allez pas non plus imaginer n'importe quoi, car aussi musclés et bronzés qu'ils aient pu être, les hommes ne déambulaient pas non plus dans les rues les fesses à l'air.
Ils portaient la plupart du temps l'imation, c'est-à-dire le manteau long, ou alors le chiton, c'est-à-dire le manteau court, lequel existait aussi dans une version épaules dénudées qui ressemblait beaucoup à l'exomide, la tenue typique du travailleur. Des vêtements qui avaient de quoi encore embellir les physiques athlétiques, chose d'autant plus marquée avec la chlamyde, sorte de cape manteau très basique que l'on posait sur l'épaule. Au vu des quantités de tissus utilisés, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'était plus un prétexte pour dire « Coucou, regarde, je suis habillé quand on se promène à poil » plutôt qu'autre chose. Au moins, c'est une tenue qui était respirante. L'abus de belles et imposantes parures était de toute manière assez mal vu chez les messieurs, puisqu'associé aux côtés du maquillage, des perruques ou encore des bijoux à des pratiques ou bien barbares ou bien féminisantes, dans les deux cas, honteuses. Une honte qui ne se limitait pas à la tromperie visuelle, mais également à la tromperie olfactive. Les dieux étant réputés pour leur odeur suave, le Ojia, il était de bon ton de flatter les narines lorsque l'on aspirait à la beauté. Les parfumeurs étaient par conséquent très fréquentés, à l'instar des barbiers, avec lesquels ils partageaient cependant le même paradoxe. Car s'ils œuvraient en quelque sorte à rendre les hommes plus attirants, ils pouvaient très facilement devenir de vrais repoussoirs. Pline n'ira d'ailleurs pas par 4 chemins pour afficher son mépris de la profession en affirmant que les parfums doivent revenir aux Perses, eux qui s'en inondent des recours à ce palliatif pour étouffer la mauvaise odeur due à leur malpropreté. Une technique qui, soit dit en passant, est encore utilisée par certaines personnes de nos jours. Plutôt que de s'asperger de baume et autres huiles parfumées, il était en effet préférable de commencer par se laver convenablement. La pratique du bain était donc de rigueur et pouvait tout à la fois être individuelle, via des espèces de baignoires, que collective grâce au premier complexe balnéaire du monde gréco-romain, les Balanéias. Moins spacieux que les futurs termes romains, ils remplissaient néanmoins leur fonction avec efficacité. On pouvait aussi bien y faire trempette pendant que des serviteurs nous nettoyaient que pratiquer de véritables bains d'immersion et de détente après avoir déjà été lavés. C'était donc relativement propre pour l'époque, sachant que l'on trouvait également des petits bassins et des lavabos dans les gymnases, lesquels permettaient de quitter la salle de sport tout propre en gardant néanmoins un petit peu du meilleur parfum masculin qui soit, celui de l'huile athlétique. Encore une fois, c'est l'athlète qui est beau, qui sent bon et qui fait office de modèle esthétique. Le poète Aristophane n'hésitera pas à confirmer la chose en expliquant que la beauté masculine n'allait pas sans rechercher le teint bien vermeil, les épaules larges, le torse musclé, la fesse dodue, la verge menue et la langue succincte. Mais au juste, qu'est-ce que vient faire l'entrejambe là-dedans ? Eh bien, nous en revenons finalement au kalos kagatos, beau et bon, lequel requiert l'articulation des qualités physiques aux valeurs morales. Or, si être bien membré était tout à fait souhaitable dans certaines circonstances, être en forme dans la vie de tous les jours constituait au contraire une caractéristique du barbare et de l'animal. Un engin modeste au repos témoignait en effet chez l'homme d'une parfaite maîtrise de son corps et de ses pulsions, raison pour laquelle les statues d'athlètes et de divinité affichaient un contraste assez amusant entre les volumes musculaires et ceux des corps spongieux. Tout l'inverse de ce que l'on peut apercevoir chez certaines créatures laides et malfamées comme les satyres. Cet étrange stéréotype ne restera pas sans conséquence et conduira à l'introduction d'une pratique tout aussi singulière chez les athlètes, celle du kynodesmé. On enroulait un fil autour du prépuce pour bien couvrir le reste, on attachait ensuite celui-ci autour de la taille en relevant l'engin et on se prémunissait ainsi d'un quelconque accident. Le sport se pratiquant nu et les Grecs étant connus pour être très ouverts à l'amitié virile, la précaution était plus que bienvenue. Surtout quand il s'agissait de lutter collé serré contre des copains recouverts d'huile. D'ailleurs, si le sujet de la lutte traditionnelle turque vous intéresse, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran, je vous rassure, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Par ce petit détail, on réalise encore une fois combien le corps et l'âme sont liés dans la pensée grecque. Après tout, c'est pour ça que les parures, les perruques ou encore les bijoux étaient mal vus. Chacun œuvrait à sa façon à dissimuler la laideur physique et par conséquent, celle du cœur. Car pour rappel, et selon la physiognomonie, développée notamment par Pythagore, les défauts physiques permettaient de détecter les défauts de l'âme. Le beau était bon, le laid était mauvais, et l'eugénisme était donc une pratique courante, si ce n'est encouragée, l'un des meilleurs exemples à donner résidant dans la célèbre Sparte. Si la cité était l'un des rares endroits où les femmes avaient elles aussi accès à l'entraînement physique en Grèce, il ne s'agissait pas le moins du monde d'un féminisme désintéressé, mais plutôt de permettre aux femmes de développer des corps vigoureux susceptibles de donner de beaux enfants. Un impératif littéralement vital à Sparte, puisqu'en cas de loupé, c'était shoot dans le bébé. Les nouveau-nés étaient en effet évalués dès leur naissance par une commission d'anciens, laquelle pouvait aller jusqu'à décider de leur élimination en cas de malformation, de faiblesse manifeste ou de défaut physique. La procréation était donc une affaire des plus sérieuses, ce qui n'était pas sans poser problème pour les hommes les plus vieux ou les moins fertiles. Ces derniers pouvaient néanmoins compter sur une autre particularité bien spartiate, la polyandrie.
Cette pratique consistait pour un citoyen marié à s'arranger avec un homme plus beau, plus fort, plus jeune ou même les trois à la fois, afin qu'il passe un petit peu de temps avec sa propre épouse. Celle-ci devait bien entendu être consentante, ce qui a priori ne devait pas poser beaucoup de problèmes, et le cocu pouvait alors recevoir la paternité de l'éventuel enfant à naître. Tout le monde y gagnait quelque chose en fin de compte. Cux, C-U-C-K-S au pluriel. Pour terminer sur Sparte, autre bizarrerie locale qui amuse énormément le juriste en moi, l'obsession d'une belle et forte progéniture était légale. On risquait des problèmes avec la justice si on restait trop longtemps célibataire ou si on se mariait mal, si bien que le roi Archidamos lui-même en fera les frais. Le souverain se verra en effet infliger une lourde amende au prétexte qu'il avait épousé une femme trop petite. Pas de chance pour lui, puisqu'après avoir payé, il aura effectivement eu un fils petit et boiteux. De quoi entretenir certaines idées reçues. Bref, à toutes les personnes qui trouvent que l'on vit dans une société très dure, qui oppresse les gens en leur imposant des standards de beauté irréalistes et qui s'en plaignent chaque jour que Dieu fait, mesurez bien toute la chance que vous avez de vivre au XXIe siècle. Sachant que dans le cas de la jante féminine, c'était pire, mais alors bien pire. Qu'il s'agisse de ce sujet ou de celui de la laideur chez les deux sexes, il reste beaucoup à dire pour bien comprendre l'esthétisme de la Grèce antique. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous préféreriez voir en commentaire, sachant qu'il y a également beaucoup à apprendre du côté de l'Égypte, de Rome et j'en passe. Le sujet le plus populaire parmi vous sera le prochain que je traiterai côté beauté. Aussi, petite interro surprise, histoire de voir si vous avez bien écouté. Je vous ai préparé ici un ensemble de personnalités masculines, tous beaux gosses selon nos standards, que je vous invite à ranger du plus beau au moins beau selon les critères que l'on a vus aujourd'hui. Vous pouvez même vous amuser à mettre des notes si vous le voulez. Quant à moi, je vous donnerai la réponse, c'est-à-dire mon propre classement, d'ici quelques semaines en commentaire épinglé. Sur ce, je prends congé et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire musclée. Juste avant de vous laisser, je me permets de vous embêter quelques instants avec mes sponsors, puisque jusqu'au 30 décembre inclus, les écouteurs OpenFit de Shox sont en promotion au prix avantageux de 169 €. Également, vous avez comme d'habitude vos réductions chez mes autres bienfaiteurs que sont MyProtein, Beast Performance et Unistrength. Les informations et codes promo associés étant en description. Sur ce, j'ai terminé pour de vrai, c'est promis, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et à vous faire des bisous. Salut tout le monde!